Vivre FM podcast. Midi 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. Bienvenue dans Vivre FM, c'est vous. Aujourd'hui, c'est Tom Rebaud qui vient témoigner sur notre antenne. Tom a 28 ans, il est atteint d'une maladie dégénérative qui lui fait perdre la vue progressivement. Et pour rester autonome, il multiplie les projets. Président de l'association des chiens guides d'Orléans, il vient aussi de créer une société pour favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail, une première en France. Dans Vivre FM, c'est vous aujourd'hui, voici le témoignage d'un jeune homme à l'énergie débordante. Tom Rebaud, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans les studios de Vivre FM, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour revenir sur votre histoire, votre parcours de vie, et puis vous allez nous parler des différents projets que vous mettez en place dans votre ville à Orléans, puisque vous habitez Orléans et vous venez exprès aujourd'hui pour Vivre FM. On vous en remercie. Vous avez grandi là-bas à Orléans, vous êtes originaire vraiment de là-bas ? Oui, je suis né à Saint-Jean-de-Bresse, c'est juste à côté, c'est l'agglomération orléanaise. Dans l'agglomération, d'accord. Alors on peut dire que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer dans la vie, vous débordez de projets, vous êtes le président de l'ACGO, l'association des chiens guides d'Orléans. C'est une toute jeune association, c'est vous qui l'avez créée. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui, vous êtes venu avec Frenchy, c'est ça ? C'est ça, oui. Vous pouvez nous présenter un petit peu Frenchy, qui il est pour vous ? Eh bien, Frenchy, donc un labrador, sable. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble. Il vient de l'école des chiens guides d'Angers, il a 4 ans et demi et c'est mon compagnon de tous les jours. C'est mon guide, c'est mes yeux, c'est... Voilà. On va en parler tout au long de cette émission, l'importance d'un chien guide pour les malvoyants, forcément, et puis la relation que vous avez avec ces chiens. Et puis vous venez aussi de créer une société qui s'appelle Handiwork Consulting. L'objectif, c'est de favoriser l'accès au marché de l'emploi des personnes handicapées en accompagnant les entreprises dans leur démarche d'embauche, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'est prendre un peu le relais en travaillant avec la GFIP, en travaillant avec les Cap Emploi, Pôle Emploi. Enfin, c'est essayer d'être... j'aime bien le mot de facilitateur, justement, entre les entreprises et toutes ces institutions qui traitent de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et les chefs d'entreprise, surtout dans les PME, n'ont pas forcément ni les connaissances ni le temps de s'occuper, de monter des dossiers, de l'aménagement de poste, des financements à GFIP. Donc moi, je suis là un peu pour... arranger tout le monde, dans un sens les entreprises, et si les entreprises sont arrangées, ils favoriseront l'embauche de personnes handicapées. Et énormément de com aussi, changer les a priori, changer la vision qu'on a d'un travailleur handicapé. Voilà. Tout ça, c'est votre leitmotiv. C'est faire avancer les mentalités, réduire les discriminations. C'est votre leitmotiv le matin quand vous vous réveillez, ouais. C'est ça ? Vous pensez à ça ? Je pense à ça, oui. Je pense un peu à moi aussi de temps en temps, heureusement. Il y a aussi le côté... ayant été demandeur d'emploi pendant pas mal de temps, je sais ce que c'est que de pas trouver de boulot et de postuler, voilà. Donc si je pouvais faciliter un minimum l'insertion professionnelle de quelques personnes handicapées, ce serait bien. On va en parler longuement dans cette émission de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Alors avant de parler de vos nombreux projets, Tom, je vous propose qu'on fasse un petit peu connaissance afin que les auditeurs puissent comprendre aussi d'où viennent ces envies, ces engagements, l'origine de vos nombreux projets. Tom, vous avez 28 ans, vous êtes déficient visuel depuis la naissance, atteint par une maladie dégénérative faisant partie du groupe de rétinique pigmentaire. C'est quoi comme maladie ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors la rétine pigmentaire, donc effectivement maladie évolutive qui survient un peu à des moments différents. On va dire qu'en gros il y a une rétinite pigmentaire par personne atteinte. Ça peut aller de comme moi à la naissance ou arriver à 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est une maladie qui arrive un peu on ne sait pas quand, qui évolue pareil on ne sait pas quand. Par palier, donc moi j'ai commencé à vraiment être très gêné vers 19-20 ans, après le lycée en fait. Parce qu'avant, toute ma période de scolaire jusqu'au lycée, j'écrivais, je lisais encore normalement. Et c'est qu'après j'ai dû passer au chien guide, donc tout ce qui va avec, la locomotion, la canne blanche. Et maintenant les synthèses vocales sur un peu tous les appareils. Quand vous dites une maladie par palier, ça veut dire que vous pouvez voir à un moment donné, enfin vous avez vu jusqu'à 19 ans, c'est ça ? Et puis après la vue baisse au fur et à mesure ? Alors je suis né quand même très malvoyant à la base, mais quand on est jeune, on s'habite,
on s'habitue vite. Mais quand j'étais gamin, je me souviens, j'ai fait du vélo, j'ai fait du karting, des trucs un peu fous quand même, sachant que je voyais déjà pas grand chose, mais j'arrivais quand même à me déplacer, on va dire, normalement, sans aide, sans canne, sans chien, et à lire. Voilà, c'est le plus difficile, en fait, je pense, c'est le déplacement, la perte de l'autonomie dans le déplacement. Et pour quelqu'un qui est habitué à lire, à écrire, c'est pas évident aussi de devoir tout changer les habitudes, en fait. Et là, aujourd'hui, vous êtes à quel stade au niveau de la vue? Alors, je suis... je distingue encore on va dire, les lumières, les formes, les ombres, les couleurs si elles sont marquées, mais j'ai plus du tout les détails, plus du tout de champ visuel. Voilà, à peu près. Donc du coup, on peut dire que ça a été quand même un changement brutal dans votre vie. Vous avez dû réapprendre un petit peu à vivre avec toutes les nouvelles habitudes à prendre lorsqu'on est malvoyant, le chien guide, la canne, vous en parliez. Ouais, l'avantage c'est que vu que ça c'était par palier, mais on va dire successif, ce qui fait que ça a laissé un temps d'adaptation. Ça m'a permis de m'adapter au fur et à mesure que ça baissait. Ce qui est plus, on va dire, un peu plus facile, je pense, que quelqu'un qui se retrouve dans le noir du jour au lendemain. Mais effectivement, il faut réapprendre tout un tas de choses. Dans quel domaine votre handicap vous a-t-il causé le plus de difficultés là ? Je pense qu'on peut dire l'emploi, clairement. Après, dans la vie de tous les jours, ça m'a pas tant... L'emploi, c'est votre crainte, vraiment de rester en marge du marché du travail. Ouais, mais c'est la crainte et le problème de nombreuses personnes handicapées, pas seulement déficients visuels, hein, mais c'est vraiment un secteur où c'est très embêtant. Et on a aussi l'accessibilité. Moi, voilà, j'ai la chance d'avoir un chien guide qui aide énormément. Mais entre mes deux chiens, il y a eu quasiment 4 ans d'attente, donc 4 ans à devoir retourner à la canne blanche. J'avoue que les déplacements, c'est aussi un gros point très compliqué. Quand vous dites que ça vous a causé un problème dans l'emploi, racontez-nous, vous avez perdu du travail à cause de votre handicap ? Plus que le perdre, déjà, il a fallu en trouver. J'ai un parcours un peu en dents de scie, on va dire. Moi, j'ai eu mon bac en 2005, bac ES. J'ai passé des concours pour entrer dans travailleur social, pour être assistant social. 2 ans de suite, je les ai tentés. 2 ans de suite, j'ai été on va dire... au bout, et j'ai pas été pris finalement c'est une école qui est à côté d'Orléans et qui a une politique particulière en ce qui concerne les personnes handicapées. Donc du coup, 2 ans perdus, on va dire. Chercher du travail juste avec un bac, déjà c'est pas évident. Juste avec un bac quand on est déficient visuel, impossible. J'ai repris mes études en 2008, je me suis lancé dans un BTS assistant de gestion que j'ai eu donc en 2010. J'ai travaillé pendant mon BTS chez Alcatel, mais qui n'a pas donné suite à la fin qui n'a pas transformé ça en emploi. J'ai cherché du boulot pendant 2 ans encore, sans trouver. Du coup, j'ai décidé de reprendre encore une fois mes études. J'ai fait une licence en gestion des ressources humaines, option formation professionnelle, que j'ai eu aussi. J'ai travaillé dans une collectivité territoriale pendant 1 an et demi. Et on m'a remercié à la fin de mon contrat, encore une fois. Du coup, 1 an de chômage encore, jusqu'à ce que je me dise, si j'en trouve pas, je vais le créer moi-même, mon emploi. Et en plus, il y a de la demande, il y a du besoin, donc j'ai monté ma boîte. Si le travail vient pas à toi... Il faut créer le travail, vous avez tout à fait raison, on va en parler de votre entreprise, et en plus c'est une entreprise utile. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu envie de baisser les bras, là, quand vous voyez, oui. Quand vous fermez les portes Ah bah oui, souvent, oui. Oui. C'est décourageant. Au bout d'un moment, oui. Surtout quand on a on m'a promis tout un tas de postes qui finalement ne se sont pas faits. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu, on va dire, des fausses joies. Alors bon, maintenant j'ai changé de point de vue. Maintenant, tant qu'on m'a pas fait signer quelque chose, je m'embarque plus en essayant en y croyant. Mais effectivement, il y a de nombreux moments où on a envie de se dire merde, je vais rester avec mon AH et puis tant pis. Voilà. Mais au bout d'un moment, moi, je peux pas rester au chômage.
forcément, il faut travailler. Et puis c'est pour ça que vous débordez de projets. L'association des chiens guides d'aveugles d'Orléans, notamment, on va en parler. Puis votre entreprise. Est-ce que vous avez pu trouver du soutien auprès de vos proches, votre famille, vos amis? Oui, c'est heureusement. Oui, complètement même. D'ailleurs, il y a ma mère avec moi aujourd'hui. Donc. On la salue, maman est dans les studios aujourd'hui. Rester autonome et faire changer les mentalités vis-à-vis des malvoyants, ça c'est votre objectif, Tom. Restez avec nous, on continue dans un instant de parler de votre parcours et de vos différents combats. Nous mettrons notamment à l'honneur votre association, l'association des chiens guides d'Orléans. Vivre FM, c'est vous, revient juste après la pause. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. Vivre FM, c'est vous. Nous poursuivons cette émission avec notre invité aujourd'hui, Tom Rebaud. Tom Rebaud nous vient d'Orléans, dans le Loiret. Ça va toujours, Tom? Ça va, impeccable. Tom vient de créer une société qui s'appelle Handiwork Consulting. L'objectif, c'est de favoriser l'accès au marché de l'emploi des personnes handicapées en accompagnant les entreprises dans leur démarche d'embauche. Nous allons en parler en troisième partie d'émission. Maintenant, on va parler de votre association ACGO, l'association des chiens guides d'Orléans, une toute jeune association. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez créée? Il n'y en avait pas? Ça n'existait pas là-bas? Non, alors moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, Frenchy vient d'Angers, l'école d'Angers. Et eux ont sur le territoire, sur l'Est, différentes antennes qui justement sur le territoire proposent des sensibilisations, des actions de communication autour du chien guide. Moi à Orléans, il n'y a pas, parce que je suis pas vraiment dans le secteur d'Angers, pas vraiment dans le secteur de Paris. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de choses dédiées aux chiens guides. Il y a d'autres associations de malvoyants avec qui on fait pas mal de choses, mais vraiment sur le chien guide, il n'y avait pas. Et j'en avais un peu marre des réactions des gens parfois dans la rue qui ne... Enfin voilà, les gens, la méconnaissance des gens fait que des fois, il y a des situations pas très agréables, les gens mal garés, etc. Et du coup, tout ça, le cheminement s'est fait en me disant, tiens, pourquoi je montrais pas une asso finalement pour parler de ça, du chien guide, et par le chien guide, de la déficience visuelle de manière générale. Et comme je disais tout à l'heure, n'ayant pas de travail et n'aimant pas trop rester sans rien faire, je me suis dit, au moins si j'ai pas de boulot, je vais faire quelque chose qui à mon sens est utile. Et c'est comme ça que l'idée de l'asso est partie. Et donc on aura 1 an au mois de mars. Un an, donc c'est tout jeune. Voilà. Et déjà beaucoup de choses en fait, beaucoup d'actions, beaucoup de projets, plein d'autres à venir. Donc quelque chose quand même qui bouge et qui commence à être connu, au moins sur Orléans. On a un bon espace médiatique sur Orléans. Et les gens sont en général assez intéressés et le chien forcément a un capital sympathie important. Et on espère que petit à petit on fera changer les choses. En tout cas, c'est votre objectif. Ce qui vous a motivé d'abord, du coup, c'est d'informer sur le chien guide, parce que justement vous vous retrouviez dans des situations quotidiennes qui vous agaçaient. Voilà. C'est ça? Lesquelles? Alors je suis aussi un défendeur de l'accessibilité universelle. Du coup, c'était un bon moyen d'en parler. Et je vous dis, les voitures garées n'importe comment, les vélos sur les trottoirs, les gens qui caressent le chien pendant qu'on travaille, les boutiques qui refusent le chien ne sachant pas, enfin ne connaissant pas la loi. Voilà, c'est tout un tas de petites situations qui, quand ça vous arrive, vous les mettez bout à bout dans une journée, ont tendance à agacer un petit peu. Et je me suis dit, plutôt que de gueuler, en fait, c'est que les gens ne sont pas au courant. Et donc, le meilleur moyen, c'est d'essayer d'être un peu pédagogique et de proposer de la sensibilisation et de la communication. Alors, donc, vous parlez par exemple des voitures mal garées, à expliquer vraiment à ceux qui ne sont pas confrontés à ce genre de situation, en quoi ça vous porte contrainte au quotidien. Je vais vous prendre un exemple, les gens stationnés sur les trottoirs. Alors voilà, moi j'ai Frenchy, et lui il est habitué, il fait le tour, il évite, il contourne, c'est son boulot. Je pense à quelqu'un qui arrive avec une canne blanche, il n'est pas censé trouver une voiture en plein milieu d'un passage piéton ou en plein milieu d'un trottoir. Donc c'est des situations qui sont pas forcément agréables, qui peuvent être en plus obligés de descendre sur la route parfois, ce qui est quand même se mettre en danger. Et les gens, en fait, la plupart, c'est pas par méchanceté, c'est que que les gens n'y pensent pas et ne se mettent pas dans la peau d'une personne handicapée. Moi, je pense aux amis en fauteuil comment ils font quand il y a quelqu'un garé en plein milieu, une voiture devant, une voiture derrière. Faut faire le tour du
du pâté de maison pour aller sur trouver un autre endroit pour passer. Pour moi, ça c'est quelque chose qui n'est pas admissible. Donc l'objectif de votre association, c'est vraiment d'informer les gens, de réveiller un petit peu les consciences, et chacun, les valides, les premiers, devraient se mettre un peu plus dans la peau des personnes handicapées. Oui, c'est ça. Alors pour les voitures mal stationnées, on a fait on a créé un petit autocollant rouge avec écrit en vous stationnant ainsi, vous empêchez une personne à mobilité réduite de circuler en toute sécurité, je crois, je sais même plus ce qui est écrit dessus. Bon, voilà, on en distribue, on en colle sur les véhicules, mais je pense qu'avec un peu le recul, ça sert à rien. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus, peut-être un peu plus incisif. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, des gens viennent caresser votre chien. Alors forcément, le chien a un capital sympathie, tout le monde aime les chiens. Par contre, vous, ça vous agace. Pourquoi ? Non, moi déjà, alors il y a plusieurs choses qui m'agacent. Quand les gens m'arrêtent et me demandent « Ah bonjour, je trouve ça super, est-ce que je peux le caresser ?» Si j'ai le temps, il y a aucun problème. Je trouve ça normal. D'ailleurs, ça fait partie de l'aspect sensibilisation, de parler aux gens, d'expliquer. Moi, ce qui m'agace, c'est quand je suis en train de marcher sur un trottoir, que le chien est au travail, que les gens l'appellent ou le caressent sans même me demander. Du coup, le chien lui est déconcentré. Si jamais c'est le moment où il y a un poteau, où il y a quelque chose, moi, ça m'agace. Et puis, moi, je viendrai pas caresser. Je viendrai pas mettre les mains dans votre poussette sans vous demander. Donc, ne venez pas caresser mon chien sans me le demander. Et la troisième chose qui énerve beaucoup, c'est que les gens parlent aux chiens ou parlent aux gens avec nous, sans nous regarder, sans nous parler. Et ça, c'est quelque chose qui est très désagréable parce que, certes, on voit pas, mais on a une langue, on sait parler. La preuve. Donc voilà, il y a encore beaucoup de préjugés sur le handicap, sur les malvoyants. Et ça, moi, mon but, c'est d'essayer de faire tomber un peu tout ça et en gros, de dire qu'on est comme vous. C'est juste que nous, on a un sens en moins, mais on est comme vous. On mord pas, on sait parler, on est gentil. Tom, vous avez dit quelque chose, le chien est au travail. Lorsqu'il est avec vous, il est au travail. Ça, et c'est une notion que on ne connaît pas forcément sur les chiens guides d'aveugles. On ne sait pas forcément comment ça fonctionne, mais lorsqu'ils guident un aveugle, une personne malvoyante, ils sont au travail, c'est ça ? Oui, on va dire qu'à partir du moment où ils ont le harnais sur le dos et que le maître tient le harnais, ils travaillent. Et que là, faut les laisser, quoi. Enfin, ça leur demande beaucoup de concentration. À eux aussi, ils ont quand même, on va dire, notre responsabilité. C'est-à-dire que si le chien ne fait pas attention et rate un trottoir ou passe un peu trop près d'un poteau, etc., c'est nous qui, finalement, subissons l'erreur. Donc, et résultat des courses, c'est le chien qui va se faire réprimander parce que ça fait partie de l'éducation et quand il fait quelque chose de mal, il faut le reprendre. Donc les gens, finalement, oui, c'est sympa, on va le caresser parce qu'il est mignon, il a l'air gentil. Mais au final, c'est pas ni servir le chien, ni servir la personne handicapée qui est au bout du chien. Et ça, les gens oublient souvent qu'au bout du chien, il y a quelqu'un, il y a un être humain, il y a un DV, quoi. Et ça, c'est encore dur à faire passer. Alors justement, Tom, on va continuer de parler du travail du chien guide d'aveugle pour informer justement nos auditeurs sur votre relation avec eux. Et je voulais vous proposer d'abord d'écouter un petit enregistrement. Sur Vivre FM, nous avons une jeune femme qui s'appelle Virginie Brivadi. Dans sa chronique littéraire, récemment, elle a présenté un livre qui s'appelle Chien guide pour la vie, publié chez Aquila Éditions. C'est un livre à mi-chemin entre le carnet de voyage et le documentaire, dont l'objectif est de sensibiliser les enfants au monde de la malvoyance à travers une histoire originale. Écoutez, on en discute juste après. Connaissez-vous les chiens guides d'aveugles ? Savez-vous qu'ils vont à l'école et reçoivent un diplôme ? Ce livre documentaire explique et décrit aux enfants le rôle essentiel que joue un chien guide. Ils apprennent par ce biais les difficultés auxquelles les personnes aveugles sont confrontées. Dans Chien guide pour la vie, on apprend l'origine de ces chiens, les différentes races qui ont les qualités nécessaires pour remplir ce rôle, leur éducation, leur apprentissage et leur vie auprès des personnes mal et non-voyantes. Les différents thèmes sont abordés de manière ludique. De petits dessins rigolos illustrent chaque commentaire et quelques renseignements sont encadrés pour apporter quelques précisions et anecdotes supplémentaires. On trouve également un alphabet en braille avec quelques explications sur son écriture et sa lecture. Virginie Brivadi qui nous présentait ce livre, Chien guide pour la vie, publié chez Aquila Éditions. Il a reçu le prix Andy Livre en 2014. Vous avez entendu parler de ce livre, Tom ? Alors, pas spécialement celui-là, mais je sais que voilà, il y a quand même une littérature pour les enfants, pour les jeunes, autour du chien guide pour effectivement expliquer simplement la malvoyance. Moi, ça me fait rebondir sur notre volonté là en 2015-2016 d'axer nos sensibilisations sur les jeunes, sur les scolaires,
Déjà, d'une part, en général, ils sont beaucoup plus ouverts que les adultes. Et pour moi, c'est les citoyens de demain. Et donc, si eux sont informés, demain, voilà, ce sera eux les futurs adultes. Et faut savoir aussi qu'un enfant, en général, le soir, il va rentrer à la maison et bassiner ses parents avec cette super journée où il y avait un chien, etc. Et ils sont, en termes de communication, ils voient ça avec leurs yeux d'enfant. Ils posent des questions, des fois un peu cash, mais c'est ça qui est sympa avec les enfants. Et en général, le message passe vraiment très bien avec eux. Et je trouve ça très intéressant, ces initiatives auprès des jeunes. Et voilà, moi je trouve ça très bien, et on va essayer nous de s'y atteler pour cette année, puis les autres, hein, bien sûr. Et souvent, les enfants peuvent éduquer leurs parents. Oui. Ils peuvent peut-être dire si le papa ou la maman se gare mal sur le trottoir, justement, papa, maman, pense aux personnes handicapées. Souvent, mais tout à fait, ouais. Les enfants font, comme je vous dis, bassinent les parents en rentrant le soir, mais ils vont après, voilà, c'est tout à fait le genre d'un enfant de dire tu t'es mal garé, tu te rends pas compte s'il y a un monsieur en fauteuil roulant, c'est tout à fait. Donc voilà, ce sont les principales actions que vous allez mener avec votre association ACGO. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus en détail des chiens guides quelles sont les qualités nécessaires chez un chien? Tous les chiens peuvent devenir chiens guides? Racontez-nous un petit peu. Alors, tous les chiens, en principe, on va dire oui. Mais voilà, il y a des races privilégiées, le labrador, le golden, le croisement des deux. Maintenant, on ouvre un peu sur différentes races. L'Ovavart, qui est un grand chien, le flat, qui fait partie des retrievers. Les petits chiens de berger. Bon, ils ont ouvert pas mal les races. On va dire qu'il faut quand même des chiens avec des natures assez calmes, des chiens qui soient sympas quand même. Après, moi, voilà, je suis pas éducateur. Non, mais parlez-nous de votre relation avec Frenchy. Vous l'avez choisi comment? Vous choisissez différents chiens. Vous sentez peut-être celui-là, il y a plus de feeling que l'autre. Ça, c'est important quand même. Les écoles, en fait, nous connaissent avant. Hein. On a d'abord, avant de donner le chien, ils étudient le maître, on va dire. Et c'est eux qui, de par leur expérience, vont dire, ben voilà, tel chien, moi, il me semble bien pour Tom, par exemple. Et ils vous présentent le chien, ils vous le laissent une journée, un week-end, et voir déjà si ça colle, enfin, s'il y a la relation, si, tout bêtement, si on s'entend bien, s'il y a voilà, il y a un bon feeling entre le chien et le futur maître. Et voilà, c'est comme ça. Moi, ils m'ont laissé Frenchy, ça s'est très bien passé. Et puis, je l'ai pris un week-end, 2 week-ends. J'ai été quelques jours à l'école avec lui pour commencer à travailler juste le relationnel. Et puis après, on est parti sur le côté travail avec la remise. Enfin, c'est tout un processus et qui prend, on va dire, les 6 premiers mois sont décisifs. Et puis, on va dire que ça va même jusqu'à la première année. Après, normalement, au bout d'1 an, on se connaît par cœur et puis ça roule. Mais donc, on peut dire que c'est fusionnel? Ouais. Entre vous? Ouais. Mais le travail dure tout le temps, en fait. On n'arrête jamais de bosser avec eux. Tout au long de leur vie de guide, on n'arrête jamais de travailler avec eux. Mais ça se fait de manière tellement naturelle que ni lui ni moi, maintenant, on s'en rend plus trop compte, quoi. En quoi il a changé votre quotidien? Racontez-nous un petit peu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la liberté, quand même. La liberté de se déplacer, l'autonomie, voilà, c'est quelque chose. Alors bien sûr, c'est pas tout, on n'arrivera jamais, malgré le GPS piéton, malgré le chien, malgré tout ça, on n'arrivera jamais à l'autonomie d'un voyant, mais on a quand même sur des trajets connus ou des espaces ou même pas connus forcément. Voilà, c'est la liberté. Alors il y en a qui préfèrent la canne. Voilà, moi personnellement, ça a jamais été mon truc et j'aurais eu plutôt envie de l'acheter, la canne, que de m'en servir. Donc pour moi, le chien, ça a été une vraie liberté. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'idées reçues qui tournent autour des chiens guides d'aveugles. Et la principale, c'est que les gens ont l'impression que le chien fait tout, que c'est un GPS. Vous confirmez? Oui, complètement. Et on essaye. Je fais partie aussi de la NMCJA, qui est l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles, et avec qui on essaie de travailler justement sur une nouvelle campagne et dans nos sensibilisations, parce que on travaille ensemble et nous donne des supports pour ce genre d'action. Effectivement, les gens ont l'impression que nous, on a juste à prendre la poignée et le chien va partout, traverse. Non, je veux dire, le chien, il va où on lui dit d'aller. C'est nous qui lui disons quand traverser, c'est nous qui lui disons où aller. Le chien, vous lui dites pas, allez hop, on va à la maison, on va à la boulangerie et le chien il va. Non, ce serait
c'est pas possible ça. Enfin, mais effectivement, c'est une idée reçue que le chien fait tout et nous on est le petit aveugle qui suit bêtement. Non, pas du tout. Restez avec nous, Tom. Dans un instant, la suite de cette émission. En troisième partie, nous reviendrons en détail sur un thème qui vous tient particulièrement à cœur, l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Vous venez de créer une société qui permet d'informer les entreprises sur les démarches à effectuer pour embaucher des personnes atteintes de handicap. Vivre FM, c'est vous, revient juste après la pause. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. C'est la suite de notre émission Vivre FM, c'est vous avec Tom Rebaud qui vient nous présenter les différents projets qu'il mène dans sa ville à Orléans. Lui-même déficient visuel, Tom souhaite combattre les idées reçues autour du handicap et faire évoluer les mentalités. Tom, juste avant de parler justement de votre dernier projet, c'est courageux quand même ce que vous faites. Vous avez tout juste 28 ans, le handicap aurait pu vous isoler et vous au contraire on a l'impression qu'il vous booste, qu'il vous motive justement pour aller de l'avant. Oui, alors il faut dire que ça n'a pas toujours été le cas non plus, hein, mais juste 28 ans, oui, enfin la trentaine c'est bien, c'est le bon moment pour faire des choses. Enfin, du coup, là voilà, j'ai préféré, mais après un peu de travail sur moi-même, voilà, utiliser ça pour aller de l'avant, pour avancer, mais ça n'a pas toujours été ce cas-là. Vous nous avez raconté tout à l'heure que vous aviez eu des difficultés à trouver du travail, à vous insérer sur le marché du travail. C'est ça qui vous a motivé à créer Handiwork Consulting. Alors c'est quoi Handiwork Consulting ? Quel est l'objectif de cette entreprise ? Comme vous l'avez dit, donc, on accompagne les entreprises pour l'insertion de travailleurs en situation de handicap au sein de leurs équipes. Ça passe par différentes prestations. Tout est bien sûr sur mesure en fonction des besoins des entreprises. Donc ça peut aller du recrutement d'une personne handicapée jusqu'à son intégration, ce qui veut dire l'aménagement de son poste de travail, la relation avec la GFIP pour le financement du matériel, des outils techniques. Ça va être sensibiliser son manager, ses managers, ses collègues, parce que voilà, accueillir une personne, que ce soit en fauteuil, avec un chien, avec une canne blanche, enfin peu importe le handicap, il y a quand même quelque chose à mettre en place et un peu de sensibilisation à faire pour les autres personnes. Tom, on va revenir en détail sur tout ce que vous proposez. Juste pour qu'on comprenne bien comment vous avez eu l'idée, je voulais juste vous soumettre un chiffre d'un sondage, d'un dernier sondage effectué par l'Ipsos. Apparemment, 80% des sondés considèrent l'embauche de personnes handicapées comme un acte difficile pour l'entreprise. Donc on sait que la loi oblige à embaucher 6% de personnel handicapé dans l'entreprise. Mais si je vous écoute, si je vous entends, ça veut dire que ils savent pas comment faire, ou les démarches sont trop difficiles. Et là, du coup, vous avez envie de les aider dans ces démarches-là. Le résultat de ce sondage ne m'étonne pas du tout. Il faut savoir que la majorité des emplois sont proposés par les PME. Et les chefs d'entreprise n'ont pas forcément ni le temps, ni les informations nécessaires. Et moi, mon objectif, c'est pas de dire, voilà, il faut absolument travailler chez les personnes déficientes visuelles, les former, essayer de les insérer. Oui, certes, il y a un travail à faire là-dessus, mais il y a aussi un travail à faire auprès des entreprises pour leur dire, voilà, embaucher une personne handicapée, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous avez des aides. Encore aujourd'hui, beaucoup croient que ça coûte cher d'embaucher une personne handicapée. Non, c'est même plutôt l'inverse, ça rapporte. C'est dire un aménagement technique, c'est financé à 80% par la GFIP. L'argent que vous mettrez dedans, de toute façon, ce sera déduit de vos 6% parce que vous aurez des travailleurs en situation de handicapé. C'est faire comprendre aux entreprises que finalement, en embauchant des personnes handicapées, ils vont plutôt économiser de l'argent qu'en perdre. Et le deuxième point qui va être aussi compliqué, qui est compliqué, c'est de dire, mais voilà, vous embauchez une personne handicapée, certes, mais on vous demande pas de juger sa situation, on vous demande de juger sur ses compétences. Et à compétences égales, une personne handicapée ne va pas être plus lente ou plus etc. Alors ça peut arriver, mais de toute manière, il y a toujours que ce soit des outils techniques ou des choses toutes bêtes à mettre en place pour que voilà, il y aura un rendement, il y aura et c'est ce qui inquiète les chefs d'entreprise. D'un côté, je les comprends, de l'autre côté, voilà, il y a un manque d'informations certain à ce sujet-là
si les institutions ne s'en occupent pas, moi je me dis qu'il faut bien le faire. Alors vous allez nous expliquer en détail qu'est-ce que vous proposez au sein de votre société, juste pour illustrer ce que vous venez de dire, pour prouver que handicap et performance sont compatibles. Je voulais vous faire écouter l'extrait d'une émission, car sur Vivre FM, nous avons une émission qui s'intitule Réfléchir le management au miroir du handicap. C'est diffusé le 2e samedi de chaque mois. Et nous avons reçu récemment Jean-Louis Ribes. Lui, il est patron de ce qu'on appelle une entreprise adaptée. Elle est basée en région toulousaine et 80% de ses salariés sont handicapés. Je vous propose d'écouter un extrait. On doit à nos salariés leur permettre d'être reconnus par leur capacité au travail, donc leur performance au travail. Ils doivent se rendre compte que c'est grâce à leur travail que l'entreprise est dans la performance. Persuader les gens qui travaillent avec vous que vous pouvez être un partenaire sérieux et durable. Et c'est ce dont on a besoin, tant pour eux que pour nos salariés qui ont besoin d'avoir une certaine visibilité sur leur vie citoyenne, parce qu'ils doivent construire, ils doivent louer, acheter une voiture, un appartement, ils doivent imaginer l'avenir. Et jusqu'alors, souvent, ça n'était pas très simple pour eux. Et nous essayons, comme on doit le faire et comme c'est le cas pour la majorité des gens qui sont au travail, je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour eux. Voilà, Jean-Louis Ribes, qui est lui patron d'une entreprise adaptée. 80% de ses salariés sont handicapés. Cette entreprise est très performante. Une réaction, Tom ? Oui, ça prouve, du coup, c'est ce que vous dites, que handicap et performance sont compatibles. Et ça, c'est le message que vous avez envie de faire passer auprès des entreprises. Tout à fait. Moi, on m'a parlé d'une entreprise sur Orléans qui est dans l'informatique, la DAO, la PO, enfin, ce genre de choses. Et je crois qu'ils sont presque à 100% de travailleurs handicapés. Et c'est une entreprise qui marche, qui fait des bénéfices et qui est en pleine expansion. Donc oui, ça peut marcher. Maintenant, je trouve ça bien. Faudrait que ce soit plus largement diffusé. Après, voilà, on illustre toujours. Ça me fait penser au gouvernement quand on leur dit quelque chose. Leur réponse, c'est d'illustrer avec des choses qui marchent pour un peu éluder ce qui ne marche pas. Effectivement, il faut souligner, il faut encourager ces initiatives positives. Mais il ne faut pas oublier que si on va sur le terrain, la réalité, c'est que, j'ai plus les chiffres exacts, mais au niveau des personnes handicapées qui seraient en mesure de travailler, le taux de chômage, il doit être de 20 ou 30, enfin, j'ai plus les chiffres, mais c'est énorme. Donc, je salue ces initiatives, mais si on regarde vraiment sur le terrain, la réalité, elle n'est pas là. Alors avec votre société Handiwork Consulting, vous démarchez du coup les entreprises, c'est ça ? C'est vous qui les démarchez ? Comment ça marche ? Alors je démarche. Moi, j'ai décidé de fonctionner plutôt avec les têtes de réseau, c'est-à-dire les syndicats de branche, les organisations patronales, les groupements d'entreprises. Parce que c'est eux qui sont en haut et qui sont les plus à même de faire redescendre l'information. Après, comme tout fonctionne avec un réseau. Moi, j'essaye d'étendre mon réseau. Je vais avoir un rendez-vous avec la GFIP, avec Pôle emploi. Voilà, j'essaye d'être un peu sur tous les fronts. Effectivement, il y a une grosse partie communication. Maintenant, il faut que j'apprenne à me faire connaître. Je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, on va dire, mais ce qui m'encourage et ce qui me fait dire que c'est utile, c'est qu'une entreprise qui faisait sensiblement la même chose, alors avec une grosse taille, générait 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, donc je pense qu'il y a largement de quoi faire et il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin, en tout cas, on précise que c'est votre principale activité maintenant, c'est comme ça que vous gagnez votre vie. Oui. Voilà, c'est dit. Donc vous allez épauler des entreprises pour leur faciliter un petit peu la tâche en matière d'emploi de personnes handicapées. Et après, vous faites des formations aussi. Formation management, ça il faut le préciser. Alors management, pour moi ça fait partie, on va dire, le côté sensibilisation au management fait partie de la prestation qui va avec le recrutement. Après, il y a une formation accueillir une personne déficiente visuelle, et même je vais l'élargir à accueillir une personne en situation de handicap, qui peut s'adresser à tous les ERP, enfin tous les établissements recevant du public. Et après, j'espère ce qui fait notre force, c'est des prestations qui sont totalement sur mesure. Moi, l'objectif, c'est qu'une entreprise m'appelle et me dise voilà, j'aimerais embaucher, j'aimerais favoriser l'insertion de personnes handicapées. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Et après, le but, c'est de monter avec l'entreprise un cahier des charges et de voir, moi, dans quelle mesure je peux les aider
mais il n'y a pas que l'emploi, enfin il n'y a pas que le recrutement. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'y arriver. Et voilà, moi le but c'est que ce soit un maximum à la carte et sur mesure pour s'adapter aux entreprises. En tout cas, c'est un très beau projet. Vous avez aussi le projet de faire une CV Tech. Expliquez-nous. Alors ça, je me suis fait un peu avoir avec ça. C'est-à-dire qu'à la base, effectivement, moi j'ai une CV Tech. Enfin, les gens m'envoient leur CV et j'essaye de les placer par rapport au réseau que j'ai. Après, le seul problème, c'est qu'il faut bien se rendre compte que je suis tout seul et que je suis malheureusement pas une agence d'intérim ou une agence d'emploi et je peux pas. Alors, si je peux, je vais les aider. Voilà, il y a quelqu'un qui va être placé, un CV que j'ai eu et qui a trouvé quelque chose normalement. Donc voilà, je suis content. Après, pour l'instant, moi, ça va être plus si une entreprise veut embaucher et j'ai quelqu'un qui correspond à ce profil dans ma CV Tech, d'accord, mais j'ai pas les moyens malheureusement de faire un travail de pushing sur les offres et surtout que c'est entre guillemets c'est du temps passé qui là en revanche ne me rapporte rien. Mais quand j'ai le temps de le faire et que je peux aider, je le fais. On sent que vous avez un grand cœur et que vous voulez aider votre prochain. Comment on fait pour vous contacter Alors, votre société pour nous contacter, on a notre site internet www.handiwork-consulting.fr ou même vous tapez Handiwork Consulting dans Google et vous tomberez dessus. Et sur le site, il y a tout, le mail, le téléphone, un lien vers l'association. Enfin voilà, très facile de trouver nos coordonnées. Tom Rebaud, est-ce que vous avez d'autres projets avant de se quitter en cours? Toujours sur l'association, faire la semaine du chien guide en septembre prochain. Je participe à la campagne de com de la FFAC, donc la Fédération Française des Associations de Chiens Guides. En mars, là, on fait un casting, un shooting photo, un spot qui sera diffusé sur la télé et je pense largement dans Paris au niveau des affiches. Et dans mon petit Orléans, j'ai envie de faire moi aussi la semaine du chien guide avec tous les jours une conférence, une action avec les scolaires, un concert, plein de choses, plein de surprises. Donc voilà, c'est vous avez plein de projets, ça sera en septembre prochain. On vous donne rendez-vous sur l'antenne de Vivre FM pour venir nous en reparler. Et le 4 avril prochain, on organise la journée des chiens pas comme les autres, où à Orléans, on fait tout un samedi avec des mises en situation, un parcours à faire à la canne blanche en fauteuil, des démonstrations de chiens. Différentes associations présentes, parole aux associations, parole aux personnes, des témoignages, les élus qu'on va interpeller. Voilà, une grande journée aussi le 4 avril. Voilà, on vous donne rendez-vous pour le 4 avril. Merci beaucoup Tom d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM, le site de votre association www.acgo.fr. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.